de vous présenter Philippe, qui pour moi est monsieur TKE, turbulente kinétique énergie. Alors, comme je suis chimiste de l'océan, j'ai découvert en même temps que le travail de Philippe, c'était que l'énergie turbulente dans la couche de surface de l'océan. Et il vous en parlera bien mieux que moi. C'est pas le sujet du jour en plus. Oui, mais dans ta bio, quand même. Alors, Philippe n'est pas français. C'est vrai ? C'est vrai. Il a donc fait, il est ingénieur et il a fait ses études à l'université de Louvain en Belgique, où il a fait essentiellement des maths appliquées. Et il est titulaire de l'HDR, de l'habilitation dirigée de recherche en océanographie qu'il a eu à l'école doctorale de Toulouse, parce que la migration sur Toulouse s'est faite, et puis je crois qu'il n'est pas vraiment reparti. Non. Travaille à Météo France, et puis vraiment grâce à une collaboration entre autres avec Jean-François Messer quand j'étais en thèse, c'est comme ça que moi personnellement j'ai été initiée à la TKE, j'arrête là-dessus. Modélisation du mélange vertical turbulent, puis traitement d'utilisation des données d'altimétrie spatiale en océanographie, objet du postdoctorat fait au MIT, et puis carrière, ACS, où tu as fait toute ta carrière. Et on va entendre, donc l'objet quand même, ce qui est intéressant, c'est que le titre de l'HDR, c'est un voyage turbulent en océanographie, décidément la turbulence c'est le sujet de prédilection, de la physique aux écosystèmes marins, et on va avoir, grâce à la modélisation par le suivi satellite de ces écosystèmes marins, et bien peut-être le mystère des tortues qui nous sera révélé. C'est à peu près ça le sujet. Voilà. Merci Philippe, et je te laisse la parole. Merci Catherine. Tiens, et je te laisse le micro aussi, parce que je crois qu'on partage. Alors bonjour, merci d'être là, et puis ça me fait très plaisir d'être de retour à Toulouse, et puis de voir toutes ces thèses connues dans, dans l'Assemblée. Alors le travail que je vais vous présenter, mais vous vous en doutez, c'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe. Et je tenais à remercier particulièrement Julien Tanchovoyer, qui est là, qui est un ingénieur qui travaille avec moi depuis quelques années chez Mercator Océan. C'est lui qui a traité l'essentiel des données que vous allez voir et qui a largement participé à leur analyse. Et puis je voulais remercier aussi tous nos co-auteurs américains et japonais dont vous voyez les noms ici sur cette slide. En fait, ce sont eux qui ont mis à disposition ce jeu de données absolument incroyable de suivi de tortues dans le Pacifique Nord, dont vous allez voir l'analyse aujourd'hui. Alors, les tortues marines. Les tortues marines, elles sont apparues sur Terre il y a plus de 100 millions d'années. Elles ont survécu au grand épisode d'extinction de la fin du Crétacé il y a 66 millions d'années. Et aujourd'hui, il en reste encore 7 espèces, réparties sur tous les océans, sauf les océans polaires où il fait trop froid. Et l'espèce qui va nous intéresser, c'est la tortue Kawan, qui est celle-ci. Alors, toutes les espèces de tortues marines sont classées comme étant menacées par l'Union internationale de la conservation de la nature. Alors, menacées à des degrés divers, et la Kawan, elle est classée comme vulnérable. Alors, dans le jargon du IUCN, ça veut dire que la probabilité d'extinction de l'espèce est supérieure à 10% dans les 3 générations qui arrivent, c'est-à-dire à l'horizon d'un siècle. Donc, c'est non négligeable. Alors, les travaux de notre équipe sont vraiment orientés. Notre objectif final, c'est de participer à la protection et à la conservation de ces espèces. Et la règle numéro 1, quand on veut protéger une espèce, c'est de la protéger dans tous ses stades de vie et tous ses habitats. Ça veut dire en fait que si on veut vraiment protéger une espèce, ça sert à rien de la protéger à un moment donné de sa vie, à un endroit, si c'est pour la laisser être exposée à des dangers mortels ailleurs et à un autre moment de sa vie. Alors protéger les tortues marines dans tout leur stade de vie, c'est pas facile du tout. Les tortues marines déjà, c'est longévif, ça peut vivre 60-80 ans. Alors pour le premier stade de vie, donc le nid des nouveau-nés, bon là c'est pas trop un problème. On connaît la plupart des plages de ponte et on sait les protéger. D'ailleurs c'est sur ce volet-là de la conservation des tortues marines qu'il y a le plus d'investissement et de travail qui est fait. À l'autre stade de la vie, donc chez les adultes, les adultes on commence à bien les connaître. Ça fait plus de 30 ans qu'on équipe les tortues marines avec des balises de suivi satellite, des balises Argos. Et on sait maintenant à peu près où la plupart des populations tortues marines se déplacent.
Et on sait ce qu'il faut faire pour les protéger, les menaces principales étant les captures par les flottes de pêche et puis la gestion des déchets plastiques. Bon, ça ne veut pas dire qu'on le fait vraiment, mais en tout cas, on sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'entre ces deux stades de vie, donc entre le nouveau-né et les adultes, c'est-à-dire entre le moment où la petite tortue va rentrer à l'eau juste après sa naissance et le moment où on va la voir revenir à terre pour la première fois, c'est-à-dire 20, 25, 30 ou 35 ans plus tard, où elle va revenir pour la première fois se reproduire sur la plage où elle est née, on ne sait pas trop ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ces tortues sont bien trop petites au moment de leur départ pour pouvoir leur coller une balise sur le dos. Il faut savoir qu'une petite kawan, ça mesure 5-6 cm, ça mesure moins de 20 grammes, et que la norme, si on peut, quand on fait du biologie, ou quand on équipe des animaux avec n'importe quel système de suivi, il ne faut pas dépasser 15% du poids. Alors 15% de 20 grammes, ça fait 3 grammes. Alors des balises 3 grammes, il en existe, mais c'est des choses extrêmement fragiles et ça tient pas longtemps. Dans l'équipe, on a Tony qui travaille avec nous chez Mercator, qui travaille avec une ONG américaine dont la spécialité c'est vraiment de travailler sur les tortues en mer et qui équipe énormément de toutes petites tortues. Et les plus petites tortues qu'on arrive à suivre, c'est des tortues qui ont été élevées quelques mois en aquarium, qui pèsent 100-150 grammes et sur lesquelles on déploie des balises qui font moins de 10 grammes. Mais Tony vous dira qu'il est content quand il y a une de ces balises-là qui tient un mois, quoi. Donc c'est pas avec ça qu'on va réussir à savoir ce qui se passe pendant 25 ou 30 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à savoir? Il faut arriver à trouver des moyens d'observation alternatifs. Et là, dans les quelques transparents qui suivent, je vais vous faire un petit inventaire en fait de ce qui a été fait depuis une quarantaine d'années pour essayer de comprendre ce qui se passe pendant ces années perdues. Et en fait, quand je dis que ces 40 dernières années, c'est parce que les tout premiers travaux consacrés justement aux années perdues datent des années 80. Donc en fait, il y a 5 sources d'informations alternatives qu'on peut utiliser pour commencer à comprendre ce qui se passe pendant cette période. Il y a d'abord tout ce qui est observation des tortues échouées, capturées accidentellement, voir comment elles se distribuent, ça peut nous dire globalement où est-ce qu'on va pouvoir retrouver des petites tortues. Ça a été fait dans les années 80. Une dizaine d'années plus tard, il y a la génétique qui est arrivée, et j'en parlerai brièvement, mais la génétique nous apprend énormément sur les tortues marines. Dans les années 90 à 2000, il y a eu toute une série d'expériences en laboratoire qui ont été faites sur les mécanismes d'orientation des nouveau-nés en fonction du champ magnétique, parce qu'on sait aujourd'hui que les tortues s'orientent en fonction du champ magnétique comme les oiseaux, en fait. Ensuite, après, dans les années 2000, on a commencé à travailler non pas sur des individus tout petits qui à la sortie des plages, mais ce que moi j'appelle des individus de taille moyenne, c'est-à-dire des individus qui étaient élevés pendant quelques mois, voire quelques années dans un aquarium, et qui ensuite étaient relâchés et suivis. Alors évidemment, on ne sait pas ce qui se passe au tout début de leur vie, mais après, le suivi, ça nous permet quand même d'avoir quelques années, des années perdues qui sont observées. Et en fait, ensuite, la dernière technique qui est utilisée pour arriver à comprendre ce qui se passe pendant les années perdues, c'est l'utilisation de simulations numériques de la dispersion des tortues au départ de plages de ponte, des simulations de dispersion qui sont alimentées par les courants marins et par des modèles de circulation océanique. Philippe, On a excusez-nous, il y a un des problème. connexions. Je ne vois plus le diaporama, la vision, on ne comprend pas. Ça s'est déconnecté, excusez-moi. On ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi le mode présentateur passe ce... Excusez-moi. Ça fait bien aussi, on parle justement de simulation numérique. Mais c'est trop tard. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, merci. Donc, brièvement, donc on va passer en revue donc, ces 5 sources d'informations alternatives sur les années perdues. Et je vais commencer par le premier point, donc, qui est l'observation des tortues échouées et capturées, parce que c'est vraiment le tout début des études consacrées aux années perdues. C'est l'œuvre d'un grand chercheur américain, d'Archicard, et ce travaux qui a été publié en 86. Alors Archicard, c'est vraiment le scientifique de référence dans
chez les tortues marines, à tel point que le jour de l'attaque en fait, de la journée mondiale des tortues marines, c'est le 16 juin. Le 16 juin, c'est sa date d'anniversaire. Donc voilà. Donc Archicard, en 86, il publie des travaux dans lesquels, en fait, c'est un professeur en Floride, et en Floride, il y a une des plus grosses populations de tortues kawan au monde. Et donc Archicard a travaillé sur ces tortues kawan, et il avait observé, en fait, que on trouvait des tortues kawan de taille de plus en plus grande dans l'Atlantique en suivant la circulation des courants marins. C'est-à-dire que au large de la Floride, on trouvait des toutes petites tortues qui venaient juste de naître, et puis quand on arrivait aux Açores, on trouvait des tortues qui faisaient une vingtaine de centimètres de taille de carapace. À Madère, elles étaient un peu plus grandes, et puis les tortues qu'on voyait revenir au large de la Floride, elles faisaient 60 centimètres, et puis les premières tortues, elles se reproduisent autour de 70 à 80 centimètres. Donc il a émis ce qu'on appelle l'hypothèse de dérive passive, c'est-à-dire que les petites tortues, en fait, elles nagent très peu, ou en tout cas leur vitesse de nage est négligeable par rapport à la vitesse des courants, et c'est les courants qui les entraînent autour des gyres océaniques, et c'est comme ça qu'elles se développent. Alors cette théorie, qu'on appelle la théorie de la dérive passive, elle explique bien pourquoi on trouve en général, alors ça c'est dans tous les océans, pas uniquement dans l'Atlantique, mais on trouve en général des juvéniles en aval des plages de ponte, c'est-à-dire sous le courant des plages de ponte. Et cette théorie a été énormément utilisée, exploitée, surexploitée. Mais au fur et à mesure, on a regardé ce qui se passait avec cette théorie. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'elle n'expliquait pas. La première chose qu'elle n'explique pas, c'est le timing de la dispersion. C'est-à-dire que si on fait l'hypothèse que les petites tortues se déplacent avec les courants, elles doivent traverser, une tortue doit traverser l'Atlantique à la même vitesse qu'un flotteur dérivant, et en fait, non. Elle traverse beaucoup plus lentement que les flotteurs dérivants. Un flotteur, il va arriver aux Açores avec 18 mois, une tortue, elle va mettre 3 ans. Donc le timing ne marche pas, et ça, Archicard l'avait déjà dit. Alors, personne s'en était trop soucié, mais c'était dans ses premiers papiers. Aussi, un des problèmes de la dérive passive, c'est que les courants ils peuvent entraîner les tortues en dehors du gire subtropical, dans des eaux froides où elles risquent de mourir d'hypothermie. Et donc, on imagine mal que les tortues ne nagent pas pour éviter ça. Et puis surtout, on a encore un problème plus fondamental, c'est que ceux qui ont fait l'océanographie dans la salle savaient aujourd'hui que si on nage des flotteurs dérivants en Floride, il y en a beaucoup qui vont arriver aux Açores, mais il n'y en a aucun qui va revenir, enfin très très peu qui vont revenir en Floride, vont plutôt avoir tendance à se concentrer au centre de la gyre, comme les déchets plastiques qui se concentrent au centre des océans. Donc cette histoire des tortues qui font le tour autour de la gyre, ça ne tient pas trop la route. Donc voilà pour ce point-là qui est finalement un gros point d'interrogation. Ensuite, les apports de la génétique. Les apports de la génétique qui sont majeurs. D'abord, la génétique, c'est grâce à la génétique qu'on a démontré ce que tout le monde sait aujourd'hui, c'est-à-dire la phylopatrie des tortues. C'est-à-dire que les tortues vont venir toujours se reproduire dans la zone où elles sont nées. Les femelles vont revenir pondre sur la plage où elles sont nées, ou à peu près, à tout près. Et les mâles viennent en fait se reproduire, s'accoupler au large de ces plages. Et ça a été démontré par la génétique, aussi bien pour les femelles que pour les mâles. Et ça, c'est un premier point. Et donc, ça veut dire que si on cherche le trajet que font toutes les espèces de tortues pendant les années perdues, c'est sûr que c'est un trajet en boucle. C'est le départ de la plage de ponte, on retourne à la plage de ponte de les environs. La deuxième information, c'est que en fait, le schéma de transport vers l'aval des courants, donc en suivant les courants des carbones, en tout cas, a été confirmé dans les années 90. La première confirmation qu'on en a eue, c'est un article de Bowen en 95 qui a montré que les petites tortues kawan qui naissaient au Japon, et, en fait, on les retrouvait en Basse-Californie, donc plutôt que la tortue, que les petites juvéniles qu'on trouve en Basse-Californie sont bien des tortues qui viennent du Japon. Il a montré aussi que, comme Karl avait supposé que les petites tortues qu'on trouve aux Açores ou à Madère sont bien des tortues qui viennent pour l'essentiel de Floride. Alors, Karl n'avait pas trop, insisté sur le fait, il avait fait l'hypothèse que les petites tortues des Açores elles venaient bien de Floride, mais c'est pas gagné d'avance parce que dans l'Atlantique, on a des tortues qui naissent au Cap-Vert, elles auraient très bien pu être des tortues du Cap-Vert. En fait, non. Il y a des tortues du Cap-Vert, mais l'essentiel des tortues viennent bien de Floride. Et pareil pour
les kawan les petites kawan qui naissent en Australie, on les retrouve au Pérou, et la génétique a montré que les tortues qu'on retrouvait au Pérou, les petites juvéniles, étaient bien en provenance d'Australie. Donc voilà, alors ça c'est vraiment les schémas. Alors c'est des populations aujourd'hui qui sont pas mal étudiées, et vous allez voir qu'aujourd'hui je vais surtout vous parler des tortues des kawan de l'Atlantique, parce que c'est là-dessus qu'on a le plus d'informations. Et les données sur lesquelles on va travailler, c'est des données du Pacifique Nord, donc de cette fameuse population qui naît au Japon, qui au stade juvénile atteint à la Basse-Californie. Alors troisième source d'information, alors ça c'est des trucs, des expériences en labo qui ont été faites par des biologistes, toujours des Américains basés, cette fois-ci pas en Californie, mais en Caroline. Et donc c'est l'équipe d'un monsieur qui s'appelle Kenneth Loman, et il a fait une tripotée de papier sur le sujet. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, comme ils ont un labo qui est tout près de plage de Ponte, ils prélèvent des petites tortues sur les plages de Ponte, et ils les ramènent au labo, ils les mettent dans un bassin, ils les attachent avec ils leur mettent une petite veste en mitraille, ils les attachent au centre du bassin, et ils les soumettent à des champs magnétiques similaires avec des aimants autour du bassin, et ils simulent en fait différents champs magnétiques qui peuvent se retrouver à la surface de la Terre. Et cette série d'expériences montre deux choses. D'abord que les petites tortues marines sont sensibles à l'inclinaison et à l'intensité du champ magnétique. Alors l'inclinaison, c'est l'inclinaison du vecteur champ magnétique par rapport à l'horizontale. Et ce fameux mécanisme d'orientation à l'inclinaison, le compas d'inclinaison, c'est un mécanisme dont on sait qu'il est utilisé par les oiseaux aussi. Donc c'est intéressant d'avoir la preuve que c'était utilisé par les tortues. Et ensuite, l'équipe de Loman a continué à travailler sur le sujet, et ils ont testé en fait des petites kawan. Ils ont simulé avec leur système des champs magnétiques qui correspondaient à différentes positions dans l'Atlantique autour de la fameuse GIR. Et ils ont montré que quand on testait des petites tortues à ces différents points, on observait en fait que la direction préférée des tortues, elle était plutôt vers le centre de la GIR, et ils ont interprété ça comme une tendance des tortues à vouloir nager plutôt vers le centre de la GIR pour éviter d'en sortir et de se faire choper par le froid. Et puis au début ils ont testé des positions au nord de la GIR pour montrer que probablement le champ magnétique les aidait à échapper au froid. Et ensuite ils ont continué en prenant des points tout autour de la GIR, et ils ont observé que les directions préférées des tortues elles avaient plutôt tendance à accompagner le courant, mais un peu vers l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si les petites tortues qui nageaient autour de la GIR, elles nageaient dans le sens du courant, mais un petit peu vers le centre pour éviter le froid et pour éviter de sortir de la GIR. Alors, c'est démontré, apparemment, c'est significatif statistiquement. Quand vous voyez la distribution, donc moi j'ai quelques doutes, mais je ne me permettrai pas de les exprimer. Et voilà, donc ça c'est ce qui a été fait. Donc, ça c'est une information qui concerne spécifiquement les kawan de l'Atlantique. Quatrième point, c'est le suivi d'individus de taille moyenne. Donc ça, c'est le travail qui a été fait en utilisant des tortues qui sont équipées qui sont élevées en aquarium, donc des tortues qui ont un ou deux, typiquement tortues qui ont plus de 20 cm, qui font quelques kilos. Et là, le travail à ce sujet-là a surtout été fait par une équipe de la NOAA qui travaillait à Hawaï. Ils ont équipé énormément de tortues dans les années 2000. Et la première chose qui a été vue avec ce jeu de données, c'est que ces tortues qui traversent en fait, donc, qui vont du Japon vers la Basse-Californie, chaque année en fait elles font des migrations saisonnières. On voit là les positions des tortues qui ont été suivies. Là c'est un jeu de données, c'est un papier qui a été publié par Van Kobayashi en 2008 qui concerne plus d'une centaine de tortues. On voit les positions qui sont dans un diagramme de Moller, donc en fonction de la latitude et de l'année, et on voit bien que chaque année, en fait, les positions aussi, en hiver, on voit que les tortues redescendent vers 30 degrés nord, et qu'en été, elles peuvent monter au-dessus de 40, et que leurs migrations suivent à peu près l'isotherme 17-18 degrés. Donc on voit bien qu'il y a une migration saisonnière, au moins dans le Pacifique, en tout cas, des tortues, de ces petites tortues kawan. Et plus récemment, là, on a
plutôt des Européens, des Portugais, des Français, Philippine Chambaud, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui ont montré que dans l'Atlantique Nord aussi, alors on a beaucoup moins de données sur des données de cette taille-là, mais sur des tortues de cette taille-là, mais on a aussi, il y a une forte suggestion que les tortues de l'Atlantique font aussi des cycles saisonniers. Ensuite, pour ce qui est du retour des tortues, donc de la partie du trajet où elles vont rentrer dans leur plage de ponte, donc si on suit la théorie de Carr ou de Lohmann, la théorie veut qu'elles fassent le tour d'Agir, donc elles redescendent d'abord au sud pour aller chercher le courant équatorial pour rentrer vers leur plage de ponte. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans le Pacifique. Alors il y a une et une seule tortue, appelée Adelita, qui a été relâchée par un monsieur qui s'appelle Nichols dans les années 2000. Elle a été relâchée de Basse-Californie. C'est une tortue qui avait été capturée par des pêcheurs, qui était restée dans un aquarium au Mexique pendant quelques années, qu'ils ont relâchée. Et en un an, elle a traversé le Pacifique pour retourner au Japon. Et elle a traversé à des latitudes qui ne correspondent absolument pas au courant nord-équatorial. Elle est redescendue quasiment au milieu de l'Agir, dans une zone où il y a peu de courant, où s'il y a du courant, on les a plutôt dans la face que pour l'été. On n'a pas de données de traversée complète dans l'Atlantique, mais on a aussi en tout cas, il y a des Espagnols qui ont relâché les 2 tortues à Gibraltar et qui ont aussi traversé tout l'Atlantique quasiment au milieu de l'Agir aussi. Donc il y a une force de présomption pour qu'aussi dans l'Atlantique, dans les tortues un peu plus grandes, elles ne fassent pas le tour par le courant équatorial, mais qu'elles traversent au milieu de l'Agir. Et puis, dernier élément d'information, c'est les modèles numériques de dispersion. Alors ça, c'est des modèles très simples parce que le principe de simulation de la dispersion, il est simple, c'est que en fait, les tortues marines, quand on suit une tortue marine, la vitesse qu'on observe, alors que j'ai appelé VG, vitesse sur le sol, velocity over ground en anglais, la vitesse qu'on observe, c'est la somme en fait de 2 vitesses. La vitesse de dérive, qui est due au courant, mais à l'action du courant, mais aussi à l'action du vent et des vagues sur la tortue, et puis à la vitesse de nage. Donc quand vous observez le déplacement d'une tortue, il y a deux vecteurs vitesse qui rentrent en compte, la dérive et la nage. Évidemment, à partir du moment, si vous connaissez la vitesse sur le sol, il suffit entre guillemets, de l'intégrer numériquement pour reconstruire des trajectoires. Donc si vous connaissez les courants, par exemple, et que vous faites l'hypothèse de dérive passive, c'est-à-dire la vitesse de nage est égale à 0. Alors la vitesse de nage, c'est VS, parce que swimming, je ne suis pas adapté, ça reste de l'anglais. Mais donc, c'est très facile de simuler, si vous avez des modèles de courant, de vous intégrer vous lâchez une particule à un endroit donné. C'est énormément fait en océanographie, ça s'appelle du suivi lagrangien, on simule des trajectoires. Et si on veut simuler des trajectoires de tortue, il suffit de rajouter à cette dérive une vitesse de nage modélisée. Mais modéliser la vitesse de nage, c'est une autre paire de manches. Là, ça sort du domaine de la physique, mais vraiment, on sort complètement du domaine de l'océanographie. Et là, il faut se rabattre sur des principes, ou enfin des choses qui sont connues en biologie. On sait que en fait, le mouvement animal répond à 3 besoins principaux. Le besoin de se développer, de grandir, et donc les animaux vont se déplacer pour rechercher des habitats favorables, c'est-à-dire pour rester dans des zones où la température leur convient, où ils vont trouver de la nourriture. Ils vont se déplacer aussi pour survivre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mouvements pour éviter les prédateurs, mais ça c'est des mouvements à très court terme. Je veux dire, s'ils sont poussés, ils vont se barrer, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc ça c'est des mouvements vraiment très, très petite échelle, alors que les mouvements pour se développer, la recherche d'habitat favorable, c'est des mouvements beaucoup plus longs. On avait vu un exemple avec les migrations saisonnières qui suivent les températures. Et puis la troisième raison pour laquelle les animaux se bougent, c'est pour se reproduire, c'est-à-dire pour rechercher ou retourner, dans le cas des tortues, vers la zone où elles sont nées et où elles iront se reproduire. Donc ce petit raisonnement de dire, sur les 3 besoins principaux, déjà ça nous dit que pendant les années perdues, on va devoir voir au moins 2 types de mouvements. Un premier type de mouvement qui est lié au besoin de se développer, donc un mouvement, en anglais on appelle ça habitat driven, et des mouvements liés à la recherche d'habitat favorable, et un mouvement lié au besoin de se reproduire, c'est-à-dire de retourner vers les zones où elles peuvent se reproduire. Ça, c'est un élément important, c'est que si on cherche un schéma de nage pendant les années perdues, il y aura au moins 2 types de mouvements différents.
Alors, un petit transparent de plus pour faire plaisir à Maxime qui est au fond de la salle, sur le modèle de dispersion numérique de terrain, le modèle numérique de dispersion, tout simplement. Les modèles numériques de dispersion qui sont utilisés, on peut en utiliser différents types. Le modèle le plus simple, comme je dis, c'est le modèle de dérive passive. On sait l'hypothèse que la vitesse est zéro, et on sait que ça ne marche pas vraiment bien. On peut aussi faire l'hypothèse que la nage est guidée par des champs magnétiques, et là on pourrait utiliser les données de Lohmann pour simuler ce genre de choses. Et il y a un des étudiants de Lohmann, Nathan Putman, qui a fait pas mal de publications là-dessus aussi. Et il a montré effectivement que si les petites tortues nageaient comme le suggéraient des expériences en labo, on arrivait à leur faire le tour de la gire de façon téléguidée. Et puis, le troisième modèle qui a été développé dans le cadre de Maxime Lalire, à CLS à l'époque, c'est de faire l'hypothèse en fait que la vitesse de nage elle est motivée ou guidée par la recherche d'habitats favorables qui sont caractérisés par la présence de nourriture, donc de froid et de température favorables. Ça a donné lieu à la création du modèle STAM, qui veut dire Sea Turtle Active Movement Model. Voilà, et qui a été publié à la fin des années 2010. Alors, dans STAM, l'ajout de cette nage motivée par la recherche d'habitat, il a quand même plusieurs propriétés intéressantes. D'abord, on a montré qu'en utilisant STAM, les tortues qui se déplacent pour suivre des habitats favorables, elles font des migrations saisonnières nord-sud. On n'était pas très surpris. Elles ont une mortalité réduite à cause mortalité au froid qui est très réduite, puisqu'évidemment, on leur commande de suivre des habitats favorables, donc elles vont éviter les zones froides. Elles ont des temps de traverser des bassins océaniques qui sont à peu près cohérents avec ce qu'on observe, donc ça c'est quand même encourageant. Bon, par contre, ces tortues-là, elles ne retournent pas sur leur plage de pont, parce que on ne le simule pas. Le modèle ne contient qu'un seul type de mouvement, c'est les mouvements générés par les habitats et pas le mouvement généré par le retour vers les plages de pont. Alors, bilan des connaissances, il est quand même assez mitigé, on peut le voir, on n'a pas compris grand-chose ces 40 dernières années. On s'est rendu compte que l'hypothèse de dérive ne tient pas. On n'a aujourd'hui aucun scénario de nage complet qui est consistant avec l'ensemble des observations qu'on a. Et puis, il reste beaucoup de questions essentielles sans réponse. On ne sait pas exactement quel est le mécanisme utilisé pour éviter le froid. Est-ce que les tortues sentent vraiment des valeurs du champ magnétique qui leur évitent d'aller trop au nord pour ne pas avoir trop froid? Est-ce qu'elles sentent simplement la température et elles réagissent en fonction? Quel est le scénario de nage qui les amène de leur plage de ponte vers l'est des bassins? Est-ce qu'elles dérivent simplement avec les courants? Est-ce qu'elles accompagnent les courants, comme semble le montrer les expériences de Lohmann en nageant dans le sens des courants? Est-ce qu'elles font des migrations saisonnières qui n'ont rien à voir avec le courant? Et pareil pour le scénario de retour. Est-ce que les tortues vont effectivement se donner la peine de descendre au sud pour aller chercher le courant équatorial et rentrer? Ou est-ce qu'elles rentrent au milieu de la gire? Alors, maintenant, dans les quelques slides que je vais présenter, je vais vous montrer les résultats des travaux qu'on vient juste de terminer et de publier, et dans lesquels, en fait, on va répondre à l'essentiel de ces questions. Et c'est quand même ça fait plaisir, au bout de 40 ans, d'arriver à trouver une façon d'aborder le problème qui donne des réponses aux questions. Et par contre, j'insiste sur le fait que nos réponses ne concernent que la population qu'on a observée, c'est-à-dire la population des carènes du Pacifique. Alors, les données qu'on a, c'est un jeu de données absolument exceptionnel. Il y a 232 tortues qui ont été suivies chacune en moyenne pendant plus d'1 an dans le Pacifique Nord, entre 1997 et 2013. Au total, ça fait plus de 86 000 enregistrements de positions journalières. À partir de ces positions, on peut calculer des vitesses sur le sol. Et on va associer à chaque position une taille. On ne les a pas mesurées tous les jours, mais on a leur taille au départ. Et on a appliqué les courbes de croissance standard, ce qui faut qu'à chaque position, on associe une taille et une vitesse. Alors voilà, vous voyez là les trajectoires de ces tortues. En fait, elles ont été relâchées à différents endroits. L'essentiel ont été relâchées au large du Japon. Alors, c'est toutes des tortues, enfin la plupart des tortues ont été élevées, donc prélevées sur des plages de ponte au Japon, élevées à l'aquarium de Nagoya pendant typiquement 1 an ou 2. La plupart ont été relâchées au large du Japon. Il y a quand même 74 tortues qui ont été relâchées en plein milieu du Pacifique, sur la ligne de changement de date. Et dans le tas, on a 34 tortues aussi, qui sont des tortues
qu'on appelle wild, des tortues sauvages qui ont été capturées par des flottes de pêche, à bord desquelles il y avait des observateurs scientifiques. Donc, ces tortues qui sont capturées, désarçonnées tout de suite et équipées de balises, et elles repartent à la mer. Alors, il y a quelques trucs intéressants à voir directement dans ces données de suivi, où vous voyez les trajectoires. D'abord, première chose qu'il faut voir, c'est que dans toutes ces données, sur 230 tortues, on n'a quasiment aucune qui arrive en Basse-Californie, alors que chaque année, on observe 40-50 000 tortues carottes juvéniles au large de la Californie. Et on reviendra là-dessus. Deuxième chose qu'on voit, c'est que les tortues, les wild, c'est nos tortues les plus grandes. Elles reviennent toutes, enfin quasiment toutes, on les voit revenir vers l'ouest. C'est les tortues les plus grandes, elles reviennent, alors que les tortues petites, en fait, celles qu'on marque, celles qui sont déployées au Japon ou au centre du Pacifique, elles ont plutôt tendance à partir vers la Basse-Californie. J'ai oublié de vous montrer aussi l'histogramme des tailles. En fait, c'est l'histogramme des tailles journalières. Enfin, ça revient globalement à l'ensemble des données de taille qu'on a dans ce jeu de données. Vous voyez qu'on a échantillonné essentiellement des tortues qui avaient entre 25 et 50 cm de ce qu'on appelle SCL, qui c'est longueur droite de carapace. C'est vraiment la mesure de la carapace. Et les tortues sauvages, c'est plutôt celles qui sont entre 50 et 70, et c'est celles qui reviennent essentiellement vers le Japon. Alors, ce qu'on veut faire avec ce jeu de données, évidemment, c'est d'essayer de savoir quelle est la vitesse de nage. Alors, en théorie, c'est facile de calculer la vitesse de nage, puisqu'on a la vitesse sur le sol qui est donnée par le suivi satellite. Et si vous connaissez la vitesse de dérive, il suffit de faire la différence entre la vitesse sur le sol et la vitesse de dérive, vous arrivez à la vitesse de nage. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Personne ne connaît exactement la vitesse du courant. On n'a pas la vitesse du courant, on n'a qu'une estimée de la vitesse du courant, la vitesse de la dérive plutôt, qui est qui vient de modèles océanaux. Donc on va avoir la vitesse de dérive avec une erreur. Et donc si on retire cette estimée plutôt que la vraie vitesse, on va se retrouver avec ce que moi j'appelle une vitesse corrigée de la dérive, VDC, qui est égale à la vraie vitesse de nage plus une erreur. Et cette erreur, c'est l'erreur qu'on connaît sur l'estimation du courant. Alors, l'erreur d'estimation du courant, c'est un problème mineur quand on travaille sur des tortues adultes, parce que les tortues adultes nagent relativement vite, bien plus vite que les courants. Et donc, l'erreur sur les courants, c'est une erreur relative faible pour les tortues adultes. Pour les tortues qui nous intéressent, les juvéniles, c'est pas du tout le cas. On a des erreurs qui sont vraiment du même ordre de grandeur que les vitesses des tortues. Donc, une fois qu'on a fait cette différence, en fait, on se retrouve avec un truc dans lequel on sait qu'il y a à peu près autant d'erreurs que de signal. Et comment on fait pour séparer les deux? Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire, mais ce n'a pas été évident. Et la stratégie, évidemment, c'est d'essayer d'avoir la meilleure estimation de la vitesse de dérive possible. Ça, c'est un point. Et puis, une fois qu'on a cette meilleure estimation, il faut arriver à voir l'erreur qui reste, caractériser l'erreur qui reste, pour être capable de la séparer du signal de vitesse de dérive. Alors, on fait ça comment? On va voir comment on peut caractériser l'erreur sur la vitesse des courants. Si on n'a que des données de tortues, c'est quasiment impossible de séparer la vitesse de nage de l'erreur d'estimation, parce qu'on a tout en même temps. Alors que si on s'intéresse aux données des flotteurs dérivants, et les océanographes en ont plein, dans le Pacifique, et dans tous les océans, en fait, on a déployé des flotteurs passifs. Quand on regarde ce que c'est que la vitesse corrigée de la dérive de flotteur, en fait, quand on retire une estimation de la vitesse de dérive de la vitesse d'un flotteur, ce qu'on trouve, c'est l'erreur, ce qu'on a, c'est ce qui nous reste, il n'y a que ça, il n'y a plus que l'erreur sur la vitesse, sur l'estimation de la vitesse, puisque par définition, un flotteur, ça ne nage pas. Donc, si Vs est égal à 0, la vitesse corrigée de la dérive, c'est l'erreur de courant. Et donc, dans le cadre de ce travail-là, on a traité l'ensemble des données qui étaient disponibles pendant la période où on avait des données tortues, entre 1997 et 2013. On a 1700 flotteurs qui étaient dans le Pacifique, qui couvrent bien tout le Pacifique. Et dans cette base de données-là, on a extrait ceux qui passaient au large du Japon pour les comparer avec les tortues qui étaient lâchées au Japon, et celles qui passent au centre du Pacifique pour les comparer avec les tortues qui sont lâchées dans le Pacifique.
Donc là, on arrive à estimer, enfin, on va pouvoir estimer l'erreur, enfin, en tout cas caractériser l'erreur des courants. Pour ce qui est d'estimer la vitesse de dérive, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait pas mal d'efforts pour avoir la meilleure estimation possible. Alors, jusqu'à présent, en fait, quand on travaillait, enfin, des gens qui travaillaient sur les tortues, ils faisaient l'hypothèse classique, c'était de faire l'hypothèse que la vitesse de dérive était uniquement due au courant. Donc, on allait juste chercher la vitesse du courant et on disait la vitesse de dérive, c'est la vitesse du courant en surface. Alors, c'est pas vrai, enfin, on le sait, non, les tortues viennent de temps en temps en surface. Ben, ces petites tortues, elles sont surtout dans les 20 premiers mètres d'eau. Et en surface, elles vont subir l'influence du vent, elles vont subir le fardage. Et dans les 20 premiers mètres d'eau, elles vont subir l'influence de ce qu'on appelle la dérive de Stokes, qui est une vitesse due à la présence de vagues. Et c'est une vitesse qui va dans le sens des vagues. Et aujourd'hui, en fait, la vitesse du vent, on la connaît, la dérive de Stokes est l'air. Depuis quelques années, on arrive à l'estimer dans les modèles. Donc, on a désestimé la vitesse de dérive de Stokes. Et donc, on est capable d'utiliser ça pour améliorer de façon significative l'estimation de la vitesse de dérive. Et on va le faire de la même façon pour les tortues et pour les flotteurs. Alors, évidemment, les tortues et les flotteurs ne sentent pas la même dérive de Stokes. Les flotteurs sont vraiment en surface, là où la dérive de Stokes est le plus important. Les tortues aussi typiquement entre 0 et 20 mètres. Et on va adapter ça, en fait, et avec un paramètre approprié, on va exprimer le fait que les tortues ressentent moins la dérive de Stokes, on va optimiser ces paramètres, et on va arriver avec le même modèle de dérive, on va arriver à calculer les vitesses de dérive pour les tortues et pour les flotteurs. Maintenant, on va voir en pratique ce que ça donne. Quand on utilise les données des flotteurs et qu'on essaye de caractériser l'erreur sur la vitesse des courants, en fait, une bonne façon de regarder ce qui se passe, c'est de regarder ce que j'appelle des trajectoires corrigées de la dérive. Alors, une trajectoire corrigée de la dérive, dans le cas d'une tortue, c'est la trajectoire que décrirait cette tortue si elle faisait exactement les mouvements qu'elle fait, mais dans un océan sans courant et sans impact du vent et des vagues. Donc, c'est une trajectoire théorique. Voilà. Pour un flotteur dérivant, c'est exactement la même chose. Une trajectoire corrigée du courant, c'est la trajectoire qui décrirait s'il n'y avait pas de courant, et s'il n'y avait pas de vent, s'il n'y avait pas de vague. Donc, si mon estimation, si j'avais une estimation parfaite du courant, ben, le flotteur, il ne bougerait pas. Donc, la trajectoire, ça serait un point. Par contre, nos estimations ne sont pas parfaites. Donc, si on calcule des trajectoires corrigées du courant des flotteurs, ce qu'on va voir, c'est une trajectoire qui est générée par des erreurs de courant. Et ça ressemble à quoi, ces trajectoires générées par des erreurs de courant? Je vous les ai représentées ici. Alors ça, c'est pour les tortues, enfin pour les flotteurs qui partent du Japon. On voit, en fait, et on a tracé, en fait, cette trajectoire corrigée du courant. On a tracé leur composante zonale, c'est-à-dire la trajectoire, les erreurs, en fait, l'accumulation des erreurs dans la direction est-ouest et l'accumulation des erreurs avec le temps dans la direction nord-sud. Et on voit que, si on avait un modèle parfait, en fait, toutes les trajectoires ici, de l'erreur en fonction du temps, on devrait avoir 0 partout, c'est-à-dire la ligne verte. On voit bien que ce n'est pas le cas, qu'il y a de la dispersion autour du 0. On voit même que la moyenne des trajectoires qu'on génère ainsi, elle n'est pas 0, elle a une légère pente. Alors la pente, en fait, on va me dire, c'est une pente énorme. Au bout de 1000 jours, on arrive à 1000 km d'erreur. Alors, ça paraît long, mais quand on regarde, en fait, cette pente-là, c'est une pente qui correspond à peu près à une erreur d'1 cm par seconde. Parce que si vous vous déplacez à 1 cm par seconde et que vous marchez comme ça pendant 1 an, vous allez faire 315 km. Donc, si vous marchez pendant 1000 jours à 1 cm par seconde, vous allez à peu près faire 1000 km. Donc, finalement, l'erreur moyenne, on est pas mal. Enfin, on est au centimètre par variable, on est estimé en moyenne, l'erreur est inférieure à 1 cm. Enfin, l'erreur moyenne est inférieure à 1 cm par seconde. On a à peu près la même chose sur la composante nord-sud des courants. On les estime un peu mieux qu'à 1 mètre par seconde en moyenne, mais on a toujours une dispersion importante. Donc maintenant, on sait à peu près à quoi ça ressemble les trajectoires corrigées du courant qui sont générées uniquement par des erreurs de courant. Et on va les comparer à ce qu'on trouve quand on fait la même chose avec les données des tortues qui ont été lâchées au Japon. Et voilà ce qu'on trouve. Et on voit 2 choses intéressantes. D'abord, on voit, si je regarde la composante zonale, c'est-à-dire la composante, l'erreur, le mouvement dans la direction est-ouest,
on voit qu'au début, les trajectoires, effectivement, on a ces fameux cônes de dispersion qui disparaissent, enfin qui ne changent pas beaucoup, qui n'est pas très loin de ce fameux 1 cm par seconde en moyenne. Par contre, à la fin des trajectoires, on voit des trajectoires qui se barrent à l'ouest à une vitesse pas possible, genre 10 cm par seconde. C'est absolument pas le cas des flotteurs. Et donc là, c'est sûr qu'on a touché la vitesse de nage. Et on voit qu'elle apparaît plutôt à la fin des trajectoires. Donc là, on a un jeu de données, on sait qu'on a un jeu de données dans lequel on voit tout d'un coup apparaître cette fameuse vitesse de retour vers les plages de fond, vers l'ouest. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ces vitesses sont assez constantes. On voit que les trajectoires, elles sont assez rectilignes. C'est-à-dire que si la pente est constante, ça veut dire que la vitesse est constante. C'est tortues qui nagent avec une vitesse presque constante vers l'ouest. Si on regarde les composantes nord-sud, on voit aussi qu'il y a pas mal de bruit, on s'y attendait. Mais si on regarde en moyenne, en fait, on trouve une trace qui oscille nord-sud avec une période égale à 1 an. C'est cette fameuse migration saisonnière auquel on s'attendait. C'est-à-dire que superposé au bruit, on retrouve les migrations saisonnières dans les données de trajectoire. Et donc là, on est tout content parce qu'on a trouvé deux composantes de vitesse qui sont assez claires et on va pouvoir les étudier. Et là, je vais vous montrer rapidement comment on les a étudiés. D'abord, on va commencer par s'exciter un petit peu sur la composante Est-Ouest, c'est-à-dire la composante de retour. Et pour éviter toute subjectivité, on a utilisé des algorithmes de segmentation et de classification. On a découpé les trajectoires corrigées du courant en 2 segments. Et on a estimé, on a trouvé des méthodes non supervisées qui nous permettaient de déterminer quand il y avait des trajectoires qui se divisaient en 2, à quel moment le comportement changeait, à quel moment apparaissait justement ce changement de pente et cette nage vers l'ouest. Donc on a pu faire ça. Alors là, je vous montre encore l'exemple des tortues lâchées au Japon, mais on l'a fait sur tout le jeu de données. Et là, on voit que sur notre jeu de données, on a une quinzaine de tortues, je ne me rappelle plus exactement, qui se mettent à nager vers l'ouest. On sait quand elles commencent à nager vers l'ouest. Il y en a pas mal. Alors, il y en a beaucoup en fait qui s'arrêtent, parce qu'elles n'ont pas toutes la même durée, mais il y en a beaucoup dans lesquels on a que un comportement de dérive. Il y en a beaucoup de tortues qu'on le suit et qui ne font que dériver. Et vous voyez là, par exemple, on a des trajectoires bleues pour lesquelles on n'a absolument pas de composante de retour vers l'ouest. Si je vous montre les traces des grandes tortues, en fait, vous n'avez pas de bleu, vous n'avez que du rouge. Toutes les grandes tortues, elles font que de l'ouest. Donc, avec cet algorithme de classification, on est capable, en fait, pour chaque trajectoire, pour chaque position de la tortue, on est capable d'associer, en fait, un indice soit on dit que la tortue, à ce moment-là, elle est en train de dériver dans la direction est-ouest, elle suit les courants, elle n'a pas de vitesse propre de l'est-ouest, ou elle a une vitesse importante vers l'ouest. Et donc, pour l'ensemble de notre jeu de données, on est capable ainsi de classifier le comportement de la tortue, en tout cas en termes de homing, c'est retour à la maison ou pas. Et ça, c'est un truc, c'est assez incroyable, c'est la première fois qu'on arrive à mettre en évidence dans les trajectoires de tortue. On se rend compte, personne ne s'en est rendu compte que dans ces trajectoires-là, on a des moments, on suit des tortues au moment où elles changent de comportement. Alors, pas beaucoup, des tortues qui montrent un point d'inflexion comme ça, on en a 30 sur les 232. La plupart des trajectoires, elles sont soit complètement dérive, soit complètement retour à la maison. Mais bon, mais même l'information de savoir qu'elles sont en dérive, c'est important. Et donc, on est capable ainsi d'associer la taille des individus au comportement je rentre ou je rentre pas. Et donc, en étant un peu astucieux, en fait, on arrive à traiter ces données et en utilisant la relation entre la taille et le déclenchement du mouvement ou le fait que la tortue est en train de dériver dans la direction est-ouest ou pas, on arrive à établir cette courbe ici, qui est une courbe en fait de probabilité de déclencher le mécanisme de homing en fonction de la taille. Et on voit, c'est complètement compréhensible, mais on voit en fait que la probabilité de déclencher ce retour à la maison, il est fonction de la taille. Les petites, elles ne rentrent pas à la maison, mais plus elles sont grandes, plus la probabilité qu'elles rentrent à la maison est importante. Et on voit que en fait, à partir au-dessus de 42 cm, il y a une probabilité supérieure à 50% que la tortue déclenche son retour à la maison.
Et les grandes tortues, celles qu'on observe, qui ont plus de 50-55 cm, elles rentrent quasiment toutes à la maison, la probabilité est proche de 1. Le fait qu'on ait une courbe jolie, bien lissée pour les petites tailles, c'est parce qu'on a beaucoup de données. Là, c'est beaucoup moins joli parce qu'on a moins de données. La tendance est quand même très claire. Donc ça, alors, on va peut-être le dire maintenant, mais c'est l'explication pourquoi vous n'avez aucune tortue, ou quasiment aucune tortue dans notre jeu de données qui arrive en Basse-Californie. Parce que si les tortues ont une probabilité de faire demi-tour qui est fonction de la taille, comme on lâche toutes les tortues, on les a élevées pendant 1 an ou 2 en aquarium, une tortue qu'on va lâcher au Japon, on va la lâcher avec une taille qui correspond à une tortue qui a 4 ou 5 ans et qui a une taille qui correspond effectivement à une taille de tortue de 4 ou 5 ans. Donc, si vous lâchez au Japon, elle n'aura pas le temps d'arriver en Basse-Californie avant de faire demi-tour. Et donc, elle va faire demi-tour avant d'arriver en Basse-Californie. C'est la raison principale pour laquelle notre jeu de données n'a pas d'arrivée en Basse-Californie. Donc là, c'était déjà un chouette résultat. Deuxième chose, on a regardé aussi les migrations saisonnières de plus près. Et en fait, on a regardé, on a utilisé toutes les données qu'on avait et on a calculé en fait les trajectoires moyennes. Là, c'est pas du tout on a intégré en fait les vitesses. On a calculé en fait pour les vitesses calculées, corrigées du courant en moyenne chaque jour, en séparant dans notre jeu de données les tortues qu'on observait qui étaient en mode dérive, c'est-à-dire qui dérivaient, qui partaient vers l'est, et puis les tortues qui rentraient vers l'ouest. Et donc on a regardé en fait l'amplitude des cycles saisonniers de ces deux populations de tortues, celles qui partent vers la Californie, celles qui rentrent au Japon. On s'attendait à ce que celles qui rentrent en Californie fassent des cycles moins marqués, parce qu'il faut qu'elles mettent le paquet pour rentrer, quoi. Il faut qu'elles dépensent une énergie importante pour rentrer vers la Californie, alors que les autres, elles peuvent dériver, donc elles peuvent consacrer plus d'énergie aussi que ces années. Non, pas du tout. Ce qu'on observe, c'est que dans les deux cas, que la tortue soit en dérive ou qu'elle rentre vers le Japon, elles font des cycles saisonniers à peu près de la même amplitude, à peu près de 800-1000 km d'amplitude. Et puis ce qui est flagrant aussi, c'est qu'il y a une très forte synchronicité. Dans les deux cas, en fait, on voit que les trajectoires, elles s'inversent au mois de mars et au mois de septembre, au cours de l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Il y a vraiment une forte synchronicité, et on en discutera un peu plus tard. Une autre façon de regarder la même chose, c'est de regarder en fait avec les mêmes jeux de données de vitesse de nage corrigée du courant. Plutôt que de faire des moyennes et les intégrer jour par jour, on peut faire des moyennes par saison, donc de janvier à mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre, décembre. Et on peut tracer ainsi les 4 vecteurs vitesse moyens des tortues, des vitesses moyennes de nage. Encore une fois, pour les tortues qui rentrent à la maison et pour celles qui dérivent. On voit que pour celles qui dérivent, effectivement, les vitesses saisonnières, elles sont quasiment parfaitement nord-sud. Et elles alternent. En fait, on voit qu'en hiver et à l'automne, elles redescendent plutôt, et pendant le printemps et l'été, elles remontent vers le sud, essentiellement pour suivre les équinoctiales. Alors que pendant la phase de homing, on a toujours ce cycle saisonnier qui fait qu'en été et à l'automne, en été et au printemps, elles nagent plutôt vers le nord, mais ensuite elles redescendent vers le nord, et quand elles commencent à faire froid, elles redescendent vers le sud. Et ça, c'est quand même un mécanisme d'orientation assez fou, parce que pendant la période de dérive, on voit que la vitesse de nage est quasiment purement nord-sud, alors que quand elles rentrent à la maison, elles ne rentrent pas à la maison direct, mais elles rentrent en faisant leur migration saisonnière. C'est-à-dire que leur cap va osciller saisonnièrement entre le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire que chaque année, elles font nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest, sud-ouest. Alors, le mécanisme de navigation pour faire ça, il va falloir qu'on s'accroche. Mais c'est ce qu'on observe et c'est très clair. Il faut voir aussi que, comme je l'ai dit, la vitesse de nage de retour vers l'ouest, elle s'additionne à la vitesse de migration. C'est-à-dire que pendant la phase de retour à la maison, les vitesses atteintes sont bien plus élevées. Là, on est autour de 6 cm par seconde, là, on est à plus de 10 cm par seconde. Donc, une tortue qui rentre à la maison, il faut vraiment qu'elle s'emploie.
Alors c'est bien de faire des moyennes, là je vous montre un exemple pratique pour voir ce qu'on avait au départ et qui nous a longtemps, on s'est longtemps posé des questions. Voilà une trajectoire en particulier, une trajectoire d'une tortue qui est lâchée au large du Japon, qu'on voit après partir. Et là on se rend compte en fait que pendant 244 jours, en fait, cette tortue va parcourir à peu près 31 degrés de longitude. Tranquillement, et puis donc elle avait 39 cm au moment où elle est partie, et puis elle va avoir ce comportement elle va avoir ce changement de comportement, elle va commencer à rentrer, c'est ce que notre algorithme détecte. Après, c'est pas évident quand on voit la trajectoire qu'elle a commencé à rentrer, parce que la trajectoire de retour, elle avance un petit peu, elle revient, elle repart, et puis finalement elle repère du terrain. Alors que si vous regardez les trajectoires corrigées du courant et la composante zonale, en fait, on voit, ça c'est la composante, donc ça c'est la composante est-ouest de la vraie trajectoire, ça c'est la composante de dérive, et ça c'est la composante corrigée du courant. Donc on voit bien que sur les 244 premiers jours, en fait, cette composante corrigée du courant, elle est quasiment nulle, c'est-à-dire que la tortue, elle fait purement du nord-sud, elle ne fait pas d'est-ouest, et puis boum, elle se met à nager vers l'ouest, comme je vous dis, la vitesse elle est quasiment constante. Quand vous voyez ça, vous ne voyez pas une tortue qui nage de façon constante vers l'ouest, mais quand vous avez proprement corrigé du courant, vous voyez bien qu'elle nage vers l'ouest à une vitesse quasiment constante. C'est assez surprenant. Bon voilà, je pense qu'il est temps de terminer, de synthétiser ce qu'on a vu. Donc en fait, le mécanisme qu'on a mis à jour, on l'a appelé un mécanisme DHSM, en anglais c'est Drifting and Homing Seasonal Migration. C'est un comportement, c'est ce qui décrit en fait le mécanisme de nage de ces petites tortues. Donc pendant la première période de leur vie, on voit qu'elles ne font que nager vers le nord et vers le sud en dérivant avec les courants qui les poussent vers la Basse-Californie. Et puis un beau jour, quand elles se sentent approchées de la maturité sexuelle, en fait, elles font demi-tour et là elles vont revenir plein pot contre le courant sans redescendre vers le sud. Elles vont rentrer en luttant contre le courant, en déployant des vitesses qui sont bien plus élevées que celles qu'elles déploient pour migrer simplement nord-sud. Et on peut se demander à juste titre comment c'est possible en fait que les tortues multiplient par 2 leur vitesse comme ça quasiment tout d'un coup. Alors, c'est pas d'un jour à l'autre, mais voilà. Et en fait, on se rend compte que retourner comme ça vers l'ouest avec des vitesses beaucoup plus importantes, ça ne peut être possible que parce que les parties ouest des bassins sont beaucoup plus riches, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus de nourriture dans la partie ouest du Pacifique que dans la partie est. Donc plus elles vont se rapprocher du Japon, plus ça va être difficile parce qu'elles vont avoir du courant dans la figure, mais plus elles vont avoir à manger parce que l'océan est de plus en plus riche. Donc en fait, c'est la structure de l'océan, cette fameuse structure est-ouest des bassins, qui va donner la source de l'énergie qui va leur permettre de lutter contre les courants. Donc leur comportement est extrêmement lié à la structure du bassin océanique. Dernière slide de résultat, c'est sur le timing des migrations séniales. C'est un résultat assez incroyable aussi, je trouve, personnellement. Alors là, c'est une figure qui vous montre, en fait, là, on a pris en tout notre jeu de données, on a pris les vitesses corrigées du courant, donc c'est les vitesses, on a fait des moyennes, donc l'erreur doit disparaître à peu près. Donc, on a des moyennes de vitesse de nage qu'on a calculées sur l'ensemble de notre jeu de données. On les a classées en fonction de la date et en fonction de la latitude où on avait les données, et on a tout classé dans des boîtes qui faisaient 1 degré de latitude de haut et 7 jours en fonction du temps. Donc on a calculé des moyennes dans des boîtes de 7 jours, 1 degré de latitude. Et on voit que la vitesse de nage, elle se structure de façon très claire. Donc vous voyez déjà les migrations saisonnières, parce que là on a les données en fonction de la saison, c'est plus ou moins au nord ou plus ou moins au sud. Mais on voit surtout que les vitesses vers le sud, vers le nord, excusez-moi, on les observe bien, typiquement à partir du mois de mars jusqu'en septembre. Et puis après, il y a une renverse et on les voit repartir vers le sud, donc avec des vitesses qui sont négatives, donc vers le sud à partir du mois de septembre. Ce qui est fou, c'est que cette renverse, elle est extrêmement marquée autour de l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 semaines, en fait, en moyenne, toutes les vitesses passent de valeur positive à une valeur négative. Et c'est valable à toutes les latitudes. C'est-à-dire, quelle que soit la latitude dans laquelle la tortue se trouve, on va voir qu'il y a cette renverse. Donc, existe la théorie du champ magnétique. Parce que ça, c'est une réaction qui ne peut pas être guidée par du champ magnétique qui vous donne essentiellement votre latitude. Ça ne dépend pas de la latitude, ça dépend du temps. Et quel est l'indice de temps qui change de façon radicale
à toutes les latitudes à ce moment-là, c'est la longueur du jour. La longueur du jour est la même à toutes les latitudes autour de l'équinoxe, au jour de l'équinoxe. Et donc probablement que le mécanisme qui va déclencher ce retour, c'est un mécanisme qui est lié à la longueur du jour. Alors, le détail, on ne le connaît pas, mais c'est très clair qu'il y a cette renverse liée à la longueur du jour. En fait, le signal est beaucoup moins clair à l'équinoxe de printemps, mais c'est probablement parce que la poussée évolutive, en tout cas la contrainte est beaucoup moins forte. En hiver, à l'amorce de l'hiver, c'est important que vous fassiez une demi-tour si vous voulez éviter d'avoir froid, parce que si vous faites de demi-tour trop tard, ben, vous risquez de vous faire choper. Par contre, au printemps, quand vous êtes dans les latitudes sud, ben, il n'y a pas une urgence énorme à remonter. Enfin, plus vous allez remonter tard, moins vous allez arriver en haut, là où il y a beaucoup à manger. Donc, c'est pas trop bien, mais au départ, partir, il n'y a pas une pression très forte pour repartir. Donc, on comprend pourquoi le signal est moins clair à ce moment-là. Si on regarde bien, quand même, on voit que les vitesses positives, elles se déclenchent plutôt chez les tortues qui sont les plus près de l'équateur. Ça veut dire chez les tortues qui sont le plus loin des zones de nourriture. Donc, celles qui sont les plus bas, c'est celles qui vont repartir le plus vite pour aller chercher de la nourriture. Donc, tout ça, ça a énormément de sens. C'est des choses que personne n'avait vues encore jusqu'à présent, qu'on n'avait jamais mis en évidence. Et c'est sympa de voir. Voilà, donc, j'arrive au bout. Un petit résumé. Donc, ce qu'on a réussi à faire, en fait, c'est à combiner des données de tortues, des données de flotteurs et puis des données d'océanographie opérationnelle, des données de vitesse de courant et des données de dérive de Stokes pour réussir à comprendre cette histoire des tortues marines pendant leurs années perdues, au moins dans le Pacifique Nord. Donc le schéma, c'est celui que vous avez déjà vu, avec au départ des tortues qui partent en nageant purement nord-sud et qui reviennent contre le courant, donc qui ont du mal à revenir. Le titre de la conférence, c'est le mystère résolu. On a résolu un bon morceau des choses, on n'a pas tout compris encore. Il faut quand même savoir qu'on a des tortues qui sont plus petites, il faut 20 cm, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mesure sur ce qui se passe directement à la sortie des plages de pompe. Et une question qui reste à résoudre, c'est de savoir quand est-ce que ce mécanisme de navigation saisonnière se déclenche. Est-ce que dès la petite tortue se met à l'eau, elle a ce sens du timing. Et ça, pour le faire, il va falloir qu'on suive des toutes petites tortues. Comme je vous l'ai dit, dans le labo, on a l'étudiant en tête qui travaille sur des études de toutes petites tortues. Aujourd'hui, elles ont encore 2-3 mois, on n'arrive pas à avoir le tout début, donc ça, c'est quelque chose à faire. On peut quand même faire l'hypothèse, moi j'ai pas beaucoup de doute que dès le premier automne, elles vont renager vers le sud, parce que ne pas nager vers le sud à la fin du premier automne, ça serait suicide. L'autre question, c'est que alors le point vert, le point où il faut jouer le tour, donc je vous ai expliqué pourquoi dans notre jeu de données, il n'y en avait aucune qui allait en Californie, c'est une question de taille, mais bon, dans les données, on a des demi-tours à peu près partout. Les derniers demi-tours qu'on a, en fait, ils ne sont pas loin de la Californie. On a vraiment des tortues qui font demi-tour elles sont en 300-400 km, elles ont fait 6000 bornes, elles arrivent en Basse-Californie, il y a plein à manger, et elles font demi-tour. Donc elles ont fait 6000 bornes et 300 km avant de pouvoir ouvrir la porte du garde-manger, elles font demi-tour. Mais elles le font. Et après, comme on a très peu de données, quasiment pas de données, il y a 2 tortues qui arrivent en Californie, on n'a pas de données très précises sur ce qui se passe au moment d'arriver en Californie, comment elles arrivent à rentrer dans le courant de Californie. Là, l'océanographie change, en fait. On n'a plus des gradients nord-sud de température bien marqués. On a pas mal de choses qui changent. Et actuellement, il y a un programme qui s'appelle Stretch, auquel, c'est tous les Japonais et les Américains, dont vous avez vu le nom sur la première slide, ils ont développé ce projet-là. Et depuis qu'on leur a débrouillé les données des années précédentes, ils nous ont gentiment demandé de regarder leurs données Stretch, parce que là, ça fait 3 ans qu'ils suivent les petites tortues. Et depuis 3 ans, ils marquent entre 25 et 30 tortues. À peu près là, un peu plus loin, mais juste au large de la Californie, pour être sûr, pour voir comment elles vont rentrer. Et donc là, je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, on aura des informations beaucoup plus claires sur la fin sur cet aller-retour. Et puis, dernier slide, je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'arriver à montrer qu'il existait, encore, on a mis en évidence qu'il existait un scénario de nage qu'on a appelé DHSM, Drifting Homing Seasonal Migration,
Il est bien adapté au Pacifique Nord, puisque dans le Pacifique Nord, on a des variations de température bien marquées, puis le préférendum des températures auxquelles les canons se sentent confortables, bien appliquées aux températures qu'on trouve dans le Pacifique Nord. On a bien un régime où on a de la nourriture abondante haute latitude, qui font que tous les étés, elles vont chercher à manger haute latitude. Et aussi le fait qu'on a une nourriture plus abondante à l'ouest du bassin leur permet de soutenir des vitesses de neige importantes pour rentrer contre le courant. On a aussi des variations régulières du champ magnétique terrestre dans l'Atlantique, ce qui n'est pas le cas par exemple dans l'Indien. Donc c'est sûr que le champ magnétique terrestre est plus facile à utiliser dans le Pacifique que dans l'Indien. Et tout ça pour dire qu'il est en fait très probable que d'autres schémas de nage adaptés existent dans d'autres bassins océaniques, puisque la température, la nourriture, le champ magnétique sont différents. Et puis les tortues, il y a d'autres espèces de tortues marines qui n'ont pas la même physiologie que les tortues, qui n'ont pas les mêmes préférendums thermiques, qui n'ont pas la même diète, qui ne mangent pas la même chose. Donc croire que là on a tout trouvé, que c'est pas vrai. On a résolu, on a un exemple d'une population. Pour la première fois, on est capable de décrire un cycle de migration complet, mais il ne faut pas qu'on sombre dans le tort qui a été quand les travaux de Lohmann ont été publiés. Tout le monde pensait que toutes les tortues faisaient le tour de toutes les gires. C'est pas le cas, c'est sûrement pas le cas. Et ceci dit, je serais quand même capable de voir le jour où on aura des données suffisantes dans l'Atlantique Nord, où je serais curieux de voir ce que font vraiment les petites tortues de l'Atlantique Nord. Étant donné que l'Atlantique Nord n'est pas très différent du Pacifique, on a aussi une gire très caractéristique, même distribution de température, bassin enrichi à l'ouest aussi. Moi, je serais très étonné qu'on ait quelque chose de très très différent de ce qu'on trouve dans le Pacifique, dans l'Atlantique. Mais on ne peut pas le dire, on n'a pas encore les données. Le dernier point, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est dans une démarche scientifique classique, c'est-à-dire qu'on a pris des observations pour essayer de les comprendre, on voulait les comprendre parce que derrière, on voulait les modéliser, on veut les modéliser parce qu'on veut prévoir ce qui va se passer, et on veut prévoir parce qu'on veut pouvoir gérer. Aujourd'hui, on a fait, ce que je vous ai montré, c'est le premier pas. On a réussi, à partir des observations, on a réussi à comprendre. Le deuxième pas, c'est d'utiliser notre compréhension de ce qui se passe pour arriver à modéliser. Et donc, c'est clair que le prochain stade, la prochaine chose qu'il va falloir faire, c'est qu'on formule un modèle de nage qui soit consistant avec notre scénario de dérive et de migration saisonnière. Et moi, je pense que ce scénario, il va être, pour que ça marche, il va falloir qu'on le force avec effectivement la température, un champ de proie, et puis probablement les paramètres du champ magnétique. Je ne sais pas encore, alors avec Julien, on a commencé à travailler là-dessus. On n'y est pas, on n'y arrive pas encore, mais bon, j'espère qu'on va y arriver, ça sera encore une étape de franchir. Alors voilà, j'ai terminé, je voulais juste vous signaler que j'ai été vite, hein, parce que ça à peu près 6 ans de boulot, ce truc. Donc il y a plein de choses. Ça a été publié il y a 6 mois dans un papier qui est publié dans le Mouvement de l'écologie. Vous avez les références là, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ce papier, il y a tous les détails que j'ai pas pu vous expliquer. Merci. Merci Philippe. On va passer aux questions, s'il y en a.